Merci beaucoup à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Maître Amadou Ali Kane. Bonsoir. Bonsoir Der. Candidat spolié. Hein? Voilà, candidat spolié. J'ai voulu mettre recalé, mais vous avez dit spolié. Mais pourquoi? Oui, mais parce que nous estimons que nous avons été victimes d'un contrôle qui est approximatif, qui est expéditif. Par exemple, dans mon cas personnel, écoutez, j'ai été liquidé en 5 minutes. C'est ce qu'on m'a rapporté. Ça n'a pas pris de temps. C'est ce que votre mandataire vous a dit. Voilà, c'est ce qu'on m'a rapporté. Et puis ensuite, les conditions... En 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait et que vous auriez voulu que l'on fasse? D'abord, il y a... Moi, je suis deuxième. Au tirage au sort, j'étais cinquième. Oui. Mais au contrôle, je me suis retrouvé deuxième parce que le deuxième, le troisième et le quatrième n'ont pas été contrôlés. Donc le cinquième est passé deuxième. Donc normalement, vous aviez des chances de ne Bien pas avoir que j'étais deuxième, on m'a doublons. trouvé 9100 doublons externes quand même. À la limite, on me dit que... Deuxième au contrôle est déjà 9000. Voilà, c'est déjà bizarre. Ensuite, on me dit... Et c'est Boubacar Camara, le candidat Boubacar Camara qui est passé en premier. En premier, on me dit que j'ai 9100 doublons externes. Donc vous avez certainement puisé juste derrière lui, à la même source. Presque le cinquième de ce qu'il a amené. Ce qui est quand même énorme. Donc je dis que donc vous avez dû, vous avez dû puiser à la même source. C'est ce que les gens ont dit. Alors que, écoutez, moi j'ai d'autres sources. Ensuite, on me dit vous avez 18 000 qui sont inconnus au fichier électoral. Bon, j'avais aussi, dans la région de Saint-Louis, 10 000. On me dit, écoutez, vous n'avez pas mis dans la clé région de Saint-Louis, donc on ne compte pas ça. On me dit, vous avez 5500 doublons internes. Alors que moi, j'avais un logiciel qui détectait les doublons internes et qui rejetait donc automatiquement le nom immédiatement. Donc finalement, sur les 50 168 parrains que j'avais présentés, on m'a presque éliminé 43 000. Donc j'ai été le premier candidat à être invalidé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit immédiatement, moi je vais créer la coalition des candidats invalidés. Ah donc vous êtes le fondateur ou l'initiateur. Voilà, je suis l'initiateur. L'idée est venue de moi, je l'ai partagée avec d'autres qui ont trouvé l'idée pertinente, qui sont associés avec moi et qui ont apporté le savoir-faire. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez la solidarité, le soutien de ceux qui sont passés? Ils étaient en conférence de presse. Au début, oui. Au début, avant, par exemple, Oui, parce que maintenant, ils disent qu'ils vont aux élections. Voilà. Au début, on était ensemble. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'est plus ensemble. Parce que certains... À chacun son combat. Voilà, c'est ça. Voilà. Les intérêts semblent diverger maintenant. On ne semble plus avoir les mêmes intérêts. Et même parmi nous, certains ont préféré faire alliance avec des candidats retenus. Voilà. Okay. Bon, on va revenir sur tout cela, mais d'abord revenons sur la situation actuelle que nous vivons. Quelle analyse est-ce que vous en faites? Oui, je voudrais dire aux gens qui nous regardent ce soir, il ne faut pas qu'ils se laissent manipuler par la bronca suscitée par le report, aussi bien au plan national qu'au plan international. Il faut qu'ils comprennent que la vérité n'est pas une question de nombre. Ce n'est pas parce qu'un grand nombre de personnes sont contre quelque chose que ce qu'ils disent est vrai. Prenez tous les prophètes, ils étaient porteurs d'un message qui était véridique. Mais tous ont été contestés. C'est à la fin qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient... Mais là, nous ne sommes pas en religion, nous sommes en politique. Là, on est en politique. Non, c'est juste un exemple que je donne. Je donne un exemple. Non, et pour être très clair, dès le début, vous êtes pour ou contre le report? Je suis tout ce qui nous permet, nous, spoliés, de recouvrer nos droits, on est pour. Et apparemment, je pense que le report nous permet cela. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes pour le report, pour être très clair. Alors, j'étais en train de dire qu'il faut que les gens comprennent que cette élection est très importante. Parce qu'elle intervient à un moment où le Sénégal va exploiter les ressources de gaz et de pétrole qu'il a découvert. Et je pense que c'est imminent. Alors, le président du Sénégal va avoir une importance très grande sur le plan international. Parce que tout le monde est au courant de la crise russo-ukrainienne et des difficultés d'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Donc, ce qui fait que le gaz est devenu une ressource rare pour certains et donc très importante. Donc, de là, j'en déduis que la plupart des candidats sont embusqués par soit des compagnies
internationales ou même par des puissances étrangères. Donc c'est ce qui expliquerait la bronca qu'il y a eu au niveau international par rapport au report. Et sur le plan interne... Oui, allez-y. Et sur le plan interne aussi, je sais qu'il y a des candidats qui ont eu à faire des sondages. Certains étaient en pole position. Des sondages leur ont donné vainqueur au premier tour, d'autres présents au deuxième. Alors donc, toutes ces personnes également... Donc les sondages ne disent pas la même chose. Si certains pensent gagner au premier tour, vous dites que d'autres sont au second tour. Non, vous savez, il y a eu plusieurs séries de sondages. Ce n'est pas un seul sondage, c'est plusieurs séries de sondages. Dans tel sondage, vous êtes à telle position, dans un autre, vous êtes à telle autre position. Mais, donc tous ceux qui sont dans des positions favorables au niveau des sondages, naturellement, sont hostiles au report. Puisque un sondage n'est pas définition évolutif. Votre situation peut évoluer d'un moment à l'autre. C'est ça. Parce que les événements, c'est eux qui déterminent la position des personnes, des gens, des électeurs. Et si je vous comprends bien, donc, dans votre analyse, il y a une partie qui me paraît extrêmement grave. Vous pointez du doigt l'influence extérieure étrangère. Mais évidemment, monsieur Abdoulaye Der, monsieur Der, mais regardez les réactions qu'on a observées sur le plan international. On a même aussi des pays dans lesquels les gens pratiquement incitent à la guerre civile, voire même incitent à un coup d'État. Tout ça a été entendu dans des commentaires. Je ne l'invente pas. Vous êtes journaliste, vous écoutez les radios. Notamment, n'est-ce pas? Sur une chaîne française, l'analyse très contestée d'un général français. Donc on a vu aujourd'hui, il n'y a pas... Gomar pour ne pas le nommer. Et ça a fait le tour des Il n'y a pas une puissance étrangère qui aujourd'hui n'ait pas réagi sur les affaires de ce petit Sénégal. Donc c'est vous dire que c'est une affaire qui est regardée dans le monde entier. Donc, et c'est regardé, c'est pas parce que pour nos beaux yeux, parce que les gens nous aiment, mais ils regardent parce qu'ils ont des intérêts, ils les surveillent. C'est ça la réalité. Mais pour revenir à l'origine du problème, je vais dire, ce sont des accusations graves. Je précise bien, de corruption présumée de membres du Conseil constitutionnel. Vous, à votre avis, vous avez eu l'impression que le Conseil constitutionnel a fait son boulot? Bon, je voudrais être très clair. Je ne peux pas accuser les membres du Conseil constitutionnel de corruption. C'est pour ça que je précise, j'ai dit présumé. Oui, mais c'est pour l'opinion que je l'ai dit. Vous êtes très clair. Mais je voudrais que ça soit encore plus clair pour ceux qui nous écoutent. Par contre, je pense qu'il y a eu des failles, à mon avis involontaires, dans le travail du Conseil constitutionnel. Quelles sont ces failles? Alors, vous savez qu'il y a un arrêté du ministre de l'Intérieur qui fixe les modalités d'organisation du parrainage. Et dans cet arrêté, ce qui est écrit comme discriminant, c'est-à-dire comme élément invalidant du parrainage, c'est la date d'expiration de la carte d'identité nationale. Oui, vous avez raison. Oui. Mais on a eu comme l'impression que le Conseil constitutionnel a ajouté de nouveaux discriminants qui ne figurent pas dans l'arrêté. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, on a l'impression qu'il a fait œuvre de législateur. Il a créé des règles. Alors que le juge ne doit pas créer des règles là où des règles existent. Non seulement il les a créées, mais il a été en même temps juge de ces règles. Juge et législateur, voilà, quoi. Voilà, juge et législateur. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect que je veux soulever, c'est la participation dans le travail de contrôle de membres non assermentés. Tout le monde sait Vous voulez parler de la commission? La commission de contrôle. Tout le monde sait que les juges du Conseil constitutionnel, avant d'entrer en fonction, prêtent serment. Prêtent serment, oui. Donc, ils sont liés par un engagement moral et juridique. Mais dans la commission de contrôle, ils ont fait participer des personnes qui n'ont pris aucun serment, qui n'ont présenté aucun serment, qui n'ont pris aucun engagement juridique ou moral. Et ces personnes participent à la prise de décision. Donc ça également, à mon avis, c'est une insuffisance. Prenez un informaticien, vous n'êtes pas technicien. L'informaticien, il regarde et il vous dit, écoutez, il n'y a pas de gens dans le fichier. Sur cette base, vous prenez une décision, alors qu'il n'est pas assermenté. Ça pose problème. Ou d'autres membres qui participent à la décision alors qu'ils ne sont pas assermentés. Ça pose problème. Et l'autre erreur aussi qui a été commise, par le Conseil, à mon avis, c'est qu'on a comme l'impression que le Conseil s'est comporté comme une juridiction de droit commun. C'est-à-dire? C'est-à-dire le juge de différents individus. Alors que le Conseil est une juridiction politique. Il juge des forces politiques, il juge des leaders politiques. Donc, ce faisant, le Conseil devait veiller au respect
d'un certain nombre de principes dans ses décisions. Par exemple, le droit de libre participation à l'exercice des charges publiques. Faire donc tout ce qui est possible pour ne pas restreindre ce droit-là. D'autant plus qu'il y a un arrêt de la Cour de la CEDEAO qui avait auparavant demandé au Sénégal de réviser sa loi sur le parrainage ou même de la supprimer, ce qui n'a jamais été fait. Ensuite, ce qu'on peut aussi dire, c'est que dans cette affaire-là, le Conseil aurait dû tenir compte de l'équilibre politique de la nation. C'est-à-dire que cette élection aurait dû être une élection de courant politique et non une élection d'individus, de candidats qui se présentent, de personnes individuelles qui se présentent. Mais est-ce que c'est le rôle là également du Conseil constitutionnel? C'est le rôle du Conseil constitutionnel. Vous prenez par exemple une force politique comme le PDS, pour prendre son exemple, qui fête cette année ses 50 ans d'existence, qui a contribué à tous les acquis démocratiques qui ont été obtenus au Sénégal depuis 1974, qui n'a pas été aux élections en 2019. Ensuite, maintenant, vous voulez l'exclure en 2024. Mais c'est ce même Conseil qui l'avait exclu. Mais c'est ça. C'est-à-dire que le Conseil aurait dû regarder pourquoi il l'a exclu et pourquoi encore il veut l'exclure. Donc, il sait très bien que quand vous excluez une force politique comme ça, sur une période de 10 ans, ça va faire du boucan. Ça va faire des remous. Et c'est ça qui est arrivé. Est-ce que c'est sur cette base que le Conseil doit décider aussi, Maître Amadou Ali Kane? Mais c'est une juridiction politique. Effectivement. Une juridiction politique doit veiller à ce que les choses soient équilibrées politiquement. On ne peut pas, par exemple, dans une élection, prendre que des socialistes. Ou bien prendre que des gens originaires d'une région. Mais s'il n'y a que des socialistes qui sont candidats ou alors qui répondent aux critères. Non, les critères, je donne le critère de Karim Wade, qui dit, écoutez, moi, j'ai renoncé à ma candidature depuis 8 mois. Voilà la preuve, le consul du Qatar. Bon, on sort un décret français, on l'applique. Est-ce que même un décret français est applicable au Sénégal? Mais justement, c'est là également, c'est un problème d'interprétation qui s'est posé. Est-ce qu'on prend en compte la date où il a rédigé la renonciation ou on attend le décret effectivement du gouvernement français? C'est justement là où le Conseil aurait dû se rappeler qu'il est une juridiction politique. Ce n'est pas un problème d'état civil qui est posé. C'est un problème politique. Je vois un peu. Et il aurait dû faire en sorte que le PDS, dans le cas de Karim Wade, puisse participer en interprétant les choses d'une manière qui lui permet de participer. Et non en appliquant le code civil français ou un décret français dans un litige purement sénégalais. Quand il y a une concurrence entre la nationalité sénégalaise et une nationalité étrangère, mais un juge sénégalais devait donner priorité à la nationalité sénégalaise et non à la nationalité étrangère. Surtout que cela concerne le fils d'un ancien chef d'État qui, lui, a obtenu la nationalité française par le droit du sang. C'est différent d'un Sénégalais bon teint comme moi, Halpolar, qui quitte le Fouta, qui va en France. Pour acquérir après la nationalité française. Oui. Et en plus, il y a exercé des charges publiques éminentes dans le pays. Mais là, vous portez la robe d'avocat véritablement pour Karim Meïssa Wade. Mais un peu, mais parce que... Vous n'avez pas été son avocat? Pas personnellement, mais j'ai soutenu sa cause, pour être honnête. J'ai soutenu sa cause parce que j'étais hostile à la CREI. J'ai considéré que la CREI était une juridiction d'exception qui ne respectait pas les principes du procès équitable. Alors on voit que le travail du Conseil constitutionnel est véritablement décrié, contesté. Techniquement et le PDS propose à la place une cour constitutionnelle. On a entendu le groupe parlementaire Démocratie, Liberté et Changement. Pour vous, vous êtes un homme du CRR, un homme du milieu. Faut-il laisser tel quel le Conseil ou faut-il passer à une cour constitutionnelle? Non, je pense que l'idée de passer à une cour constitutionnelle est plus vieille que la période actuelle. Depuis fort longtemps, en nous inspirant du Bénin, l'exemple du Bénin, les droits de l'homme sénégalais, je peux les appeler comme ça, même les juges sénégalais pour aller au-delà, ont toujours souhaité qu'il y ait une cour constitutionnelle au Sénégal. Parce que simplement une cour constitutionnelle permet également de connaître des questions de droits de l'homme. Pas seulement des questions de constitutionnalité. Donc, je pense que si ça se fait, ce sera une avancée. En tout cas, c'est une idée que beaucoup d'entre nous, militants de droits de l'homme, avaient soutenue avant même les événements actuels que nous vivons. Donc, ça vient conforter une thèse qui était déjà avancée avant.
Alors concrètement, Maître Amadou Ali Kane, qu'est-ce que vous voulez? On est normalement dans une période où on aurait dû battre campagne. Vous continuez à réclamer vos droits. Qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire maintenant là où Non, nous aujourd'hui... Vous n'avez pas parlé Wolof, est-ce que non, aujourd'hui, non, justement, avec le report, tout est possible. Nous savons tous que le décret convoquant le corps électoral a été abrogé. Donc le corps électoral n'est plus convoqué le 25 février pour le vote. Nous savons que l'élection, il y a une loi constitutionnelle qui reporte l'élection au 15 décembre 2024. Nous savons également qu'un dialogue, nous on dira des concertations nationales, seront convoquées. Mais écoutez, ce sera l'occasion de mettre sur le tapis toutes les questions intéressantes, le processus électoral, toutes les questions qui permettront de renforcer. On va encore dire des concertations ou dialogue entre politiciens uniquement pour requalifier des candidats ou des politiciens disqualifiés par le processus électoral. Non, ça ne sera pas ça l'objet du dialogue. L'objet du dialogue peut concerner également le statut du chef de l'État. Le chef de l'État actuel. Nous savons qu'il est élu pour un mandat qui se termine le 2 avril. Mais justement, au plan juridique, qu'est-ce qu'il va se passer justement le 2 avril. Au plan juridique. Juridiquement, oui. Son mandat de 5 ans se termine. Mais on n'a pas un nouveau président. Le nouvel article 31, la loi constitutionnelle, dit que le président en exerce en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant à partir de avril? Est-ce que, selon moi, le Conseil constitutionnel devait constater la fin du mandat et lui donner acte de ce qu'il poursuit l'exercice de la présidence en tant que quelqu'un qui assure la continuité de l'État jusqu'à l'élection du nouveau président? Mais il est évident que il faut qu'on trouve une formule. Il faut quand même qu'on constate que le mandat est terminé. Mais ça voudra dire aussi qu'à partir de ce moment-là, il ne pourra plus prendre des engagements lourds, à mon avis. Engager le Sénégal dans des dossiers, on va dire, lourds. Mais il peut gérer l'urgence, gérer la continuité. Parce qu'un pays aussi ne peut pas rester sans un capitaine à bord. Il sera le capitaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Amadou Ali Kane. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Bonsoir. C'était bon. bien, hein? Je trouve que tu t'es bien. Bien, qu'est-ce que tu veux reprocher?